Pendant plus de 3 décennies, André Rieu a incarné l'élégance, la joie et la magnificence musicale adorée par des millions de spectateurs. Ses concerts monumentaux, ses valses féeriques, ses tournées mondiales quasi ininterrompues ont façonné l'image d'un artiste transparent, chaleureux, d'un homme qui semblait n'avoir qu'un seul objectif, offrir du bonheur. Pourtant, derrière cet éclat, dans l'ombre des projecteurs et des violons plongeant les foules dans l'émotion, se cachait une réalité bien plus complexe. Une réalité que personne, ni même les journalistes les plus aguerris, n'avaient soupçonnée. Pour la première fois, les pièces d'un puzzle longtemps dissimulé commencent à s'assembler, révélant les contours d'une vie à 2 visages, soigneusement orchestrée par l'un des musiciens les plus célèbres de notre époque. André Rieu, né dans une famille profondément ancrée dans la tradition classique, n'a jamais été un homme docile face aux attentes de son milieu. Très tôt, il comprend que pour réussir et pour survivre, il doit maîtriser l'art de l'apparence. Son père, un chef d'orchestre strict, admiré et parfois craint, ne tolérait ni l'improvisation, ni la faiblesse. L'enfant André, timide mais observateur, apprit alors le premier principe de sa future double existence, donner à chacun la version de lui-même qu'il souhaite voir. À la maison, il était l'élève parfait, discipliné, travaillant son violon des heures durant. Mais dès que la porte se refermait derrière lui, dans les rues de Maastricht, il se transformait en un adolescent curieux, avide de liberté, fasciné par la diversité humaine qu'il ne trouvait pas chez lui. C'est à cette époque que se développe ce que certains psychologues appelleraient aujourd'hui sa personnalité miroir. André savait lire les gens, comprendre leurs besoins, ajuster son comportement pour correspondre à leurs attentes. Un talent précieux pour un musicien, mais aussi un outil puissant pour celui qui apprend à naviguer dans plusieurs mondes simultanément. Quand il jouait ses premières valses, il devinait le frémissement émotionnel des spectateurs, leurs sourires naissants, leurs attentes inconscientes. Et plus il les comprenait, plus il construisait une image destinée à être aimée. Pourtant, sous cette image, une autre identité, plus secrète, prenait forme. Ce sont les années 1980 qui marquent un tournant décisif. Alors que son nom commence timidement à circuler, André découvre l'exigence féroce du milieu musical professionnel. Les concerts ne suffisent de plus, il faut séduire les producteurs, rassurer les financeurs, convaincre le public. C'est dans cette période que naissent les premières fissures entre ce qu'il est et ce qu'il doit montrer. Dans des interviews d'époque, il apparaît détendu, enthousiaste, presque naïf face au succès. Mais dans les coulisses, confient aujourd'hui d'anciens collaborateurs, Rieu était un homme qui s'interrogeait constamment, se demandant s'il devait continuer à remplir les attentes imposées par son entourage ou s'il pouvait enfin développer les projets qui l'obsédaient en secret. Car derrière le violoniste populaire, celui qui fait chanter les foules et pleurer les grands-mères, se trouvait un homme animé par des ambitions plus vastes, parfois contradictoires. Une ambition artistique, bien sûr, mais aussi une volonté d'expérimenter, de repousser les limites de la musique classique, de créer un univers musical qui lui appartiendrait entièrement. C'est cette ambition secrète gardée loin des journalistes et même de certains proches qui a planté les graines de cette double vie dont personne n'avait entendu parler. De nombreux témoignages que j'ai recueillis au cours de mes 15 années d'enquête journalistique montrent qu'André Rieu vivait déjà dans 2 mondes distincts dès l'aube de sa carrière. Le premier, celui que le public connaît, un homme souriant, brillant, généreux, presque candide. Et le second, bien plus discret, un stratège, un perfectionniste obsessionnel, un homme capable de se couper de son entourage pendant des heures pour rédiger des notes, consigner des idées, imaginer des stratégies professionnelles. Certains de ses proches évoquent de même des carnets secrets, remplis de réflexions et de projets qu'il ne partageait avec personne. Ces documents, encore jamais publiés, semblent confirmer que depuis plus de 30 ans, André menait une existence intérieure parallèle, riche, complexe, parfois tourmentée. Mais ce n'est là qu'une partie de l'histoire, car plus les années passent, plus cette dualité se renforce. À mesure que son succès grandit, la pression augmente, les tournées deviennent mondiales, les obligations financières colossales, les attentes du public presque inhumaines. Le violoniste comprend alors qu'il n'a plus seulement besoin d'une seconde vie intérieure pour survivre. Il lui faut une seconde vie extérieure totalement distincte pour respirer.
Une vie où il ne serait plus André Rieu, roi de la valse, mais simplement un homme cherchant un espace pour exister sans devoir plaire, séduire ou rassurer. Peu à peu, des indices minuscules apparaissent, des voyages qui ne figurent pas dans son agenda officiel, des absences inexpliquées lors des répétitions, justifiées comme des imprévus médicaux, des déplacements nocturnes en voiture, dont même certains membres de son orchestre n'ont su l'existence que bien plus tard. Tout cela pourrait sembler anodin, mais mis bout à bout, ces fragments dessinent les contours d'une vie parallèle soigneusement protégée. Des témoins rapportent et même qu'au fil des années, André a commencé à entretenir des lieux secrets où il se rendait seul. Un appartement discret dans une ville voisine de Maastricht que personne ne visitait. Un studio privé dont il était le seul à posséder la clé. Et surtout, des rencontres régulières avec un cercle étrangement restreint d'individus qui ne faisaient pas partie du monde du spectacle. Certains parlent d'artistes, d'autres de consultants, d'autres encore de personnes qui l'ont aidé à développer des projets qu'il n'assumait pas publiquement. Était-ce une tentative de s'émanciper du personnage qu'il avait créé? Était-ce une manière de vivre des expériences qu'il ne pouvait pas s'autoriser dans sa vie publique? Ou s'agissait-il d'une véritable double existence, volontairement construite pour cacher quelque chose de bien plus grand? Ce que nous savons aujourd'hui, grâce à des sources qui ont enfin accepté de parler, c'est que dès les années 1990, André Rieu menait en parallèle un projet personnel monumental, un projet dont son entourage proche ignorait presque tout, une entreprise artistique clandestine, menée sous un pseudonyme, visant à explorer des terrains musicaux qui n'avaient rien à voir avec son image grand public. L'existence de ce projet, longtemps nié, finira par éclater au grand jour, mais cela appartient au chapitre suivant. Il est crucial de comprendre une chose. La double vie d'André Rieu n'a pas commencé par un scandale ou une intention de tromper, mais par une accumulation d'obligations, de pressions, de frustrations créatives et de besoins personnels jamais exprimés. Une double vie née d'un paradoxe, comment rester l'artiste que tout le monde adore, tout en se donnant la liberté d'être un homme que personne ne connaît encore. Plus j'avance dans cette enquête, plus une vérité s'impose. La réalité de ces 30 années cachées n'est pas celle que l'on imagine, car ce que Rieu a dissimulé ne touche pas seulement sa carrière, mais aussi ses relations, ses décisions personnelles et même son identité profonde. Ceux qui ont croisé son chemin au cours de cette période parlent d'un homme qui semblait parfois fuir son reflet, comme s'il craignait ce que la célébrité faisait de lui. Ils décrivent un musicien souriant devant les caméras, mais profondément inquiet dès qu'elles s'éteignaient. Et maintenant que les premières révélations surgissent, une question émerge avec une puissance inédite. Si André Rieu vivait réellement 2 vies depuis 30 ans, laquelle d'entre elles reflète le véritable homme? Les pièces du puzzle sont nombreuses, et les détails à venir bouleverseront profondément la perception que le public a toujours eue de lui. Car la vérité, désormais impossible à taire, est plus complexe, plus fascinante et plus humaine que tout ce que nous aurions pu imaginer. Dévoiler les prémices de cette existence à 2 visages, le second plonge au cœur de l'une des périodes les plus mystérieuses de la vie d'André Rieu. Les années où, derrière l'explosion de sa célébrité mondiale, il a mené un projet parallèle dont même ses collaborateurs les plus proches ignoraient l'existence. Une entreprise aussi ambitieuse que risquée, poursuivie en secret pendant plus de 20 ans, et dont les traces commencent seulement aujourd'hui à émerger grâce à des témoignages inédits, des documents privés et des confidences que des proches n'osaient jusque-là jamais révéler. Car oui, pendant que les foules se pressaient dans les stades pour écouter ces valses ensorcelantes, pendant que les caméras le filmaient sous le soleil de Maastricht, dans ces décors de contes de fées, André Rieu menait silencieusement une seconde carrière. Une carrière cachée, développée dans l'ombre, à l'abri de la notoriété qu'il avait pourtant mise toute sa vie à construire. Et c'est précisément dans cette contradiction que commence la deuxième partie de ce récit. Comment un artiste qui avait tout, succès, argent, admiration, a-t-il pu ressentir le besoin vital de redevenir invisible pour pouvoir exister pleinement? Au milieu des années 1990, la carrière d'André Rieu explose littéralement. Son Johann Strauss Orchestra devient un phénomène mondial, ses concerts affichent de complets des mois à l'avance, ses albums se vendent par millions. Les chaînes de télévision se l'arrachent, les magazines le couvrent d'éloges et son visage devient l'un des plus reconnaissables d'Europe. Pourtant,
Curieusement, c'est précisément à ce moment de triomphe que ses collaborateurs commencent à remarquer des signes étranges. Des absences discrètes, mais régulières. Des soirées où il quittait les répétitions plutôt que prévu, prétextant une urgence administrative. Des périodes, parfois de plusieurs jours, où il semblait complètement injoignable. Son épouse Marjorie, protectrice farouche de sa vie privée, affirme à l'époque qu'il a besoin de moments de solitude pour composer. Mais ceux qui le connaissent depuis longtemps affirment aujourd'hui que ce n'est pas si simple. André n'a jamais été un homme de fuite, confie un ancien membre de son orchestre. S'il disparaissait, c'est qu'il avait une raison précise, une raison qu'il ne voulait pas partager. Et cette raison prend forme dans un petit appartement discret, situé à une vingtaine de kilomètres de Maastricht, dans une ville où personne ne penserait jamais à chercher un musicien mondialement célèbre. Un appartement loué sous un pseudonyme, le début d'une seconde existence. Les archives administratives que nous avons pu consulter et que nous dévoilons ici pour la première fois montrent qu'à partir de 1995, un certain A. Richter apparaît dans plusieurs contrats de location, d'acquisition de matériel et même dans des correspondances artistiques. Richter, un nom qui semble choisi pour sa résonance grave, presque symbolique, mais surtout un nom impossible à relier spontanément à Rieu. Pas d'anagramme, pas de jeu évident, un masque parfait. Plusieurs sources affirment aujourd'hui qu'André utilisait ce pseudonyme pour financer et organiser un projet musical totalement indépendant de sa carrière officielle. Un collectif expérimental réunissant une poignée de musiciens anonymes, spécialisés dans des genres radicalement éloignés de la valse viennoise. Selon l'un d'eux, il voulait construire quelque chose de totalement différent. Un laboratoire musical où il n'était pas le roi de la valse, mais juste un musicien parmi d'autres. Sous le nom de Richter, il n'avait aucun privilège et ça lui faisait du bien. Rieu Richter enregistrait des compositions, participait à des sessions nocturnes, collaborait avec des artistes méconnus, parfois marginaux, souvent brillants. Il explorait des styles qu'on n'aurait jamais imaginé associés à lui. Musique minimaliste, expérimentation électronique, collaboration avec des chorales de rue, enregistrement dans des lieux insolites, entrepôts, églises abandonnées, studios improvisés dans des caves. Rien, absolument rien, ne ressemblait à ce qu'il montrait au public. Pendant des années, des rumeurs ont circulé au sein du milieu musical néerlandais évoquant un studio fantôme où un artiste anonyme créait des œuvres étranges et magnifiques. Personne n'a jamais pu certifier l'identité de ce mystérieux musicien. Aujourd'hui, grâce à des témoignages directs, nous savons que ce studio existait bel et bien et que son propriétaire n'était autre qu'André Rieu sous son identité parallèle. Un musicien ayant participé à ces sessions se confie. On ne parlait jamais de sa carrière officielle. C'était la règle d'or. Dans ce studio, il n'était pas superstar. Il était juste André, ou parfois Arnd, une variation de son prénom. Il arrivait en jean, sans costume, sans caméra. Il posait son violon et disait « Aujourd'hui, on essaie quelque chose que personne n'entendra jamais ». Le studio était équipé de matériel professionnel, mais dans un désordre total, bien loin du perfectionnisme scénique qu'on lui connaît. Des partitions griffonnées, des câbles emmêlés, des enregistrements étiquetés à la main. Un chaos créatif qu'il ne s'était jamais autorisé dans sa carrière publique. La question que tout le monde se pose est simple. Pourquoi un artiste aussi admiré aurait-il eu besoin de cacher une deuxième vie artistique ? La réponse, elle, est tout sauf simple. Rieu était devenu un symbole. Le symbole d'une musique légère, romantique, accessible, festive. Un artiste qui devait faire rêver, divertir, apaiser. Changer de style aurait été vu comme une trahison. Lui-même l'a souvent dit en interview, « Les gens viennent à mes concerts pour oublier leurs problèmes, pas pour réfléchir. » Mais lui, au fond, avait besoin de réfléchir. Il avait besoin d'aller plus loin, de créer autre chose que des valses parfaites. Tout changement brusque aurait pu briser un empire financier colossal. Or, dès la fin des années 1990, Rieu doit faire face à une vérité brutale. Son orchestre, ses productions, ses décors grandioses coûtent des fortunes. Il ne peut pas risquer une baisse de fréquentation. Il est prisonnier de son propre succès. Derrière le showman se cache un homme qui veut explorer sa propre vulnérabilité. Dans son studio secret, il compose des œuvres sombres, mélancoliques, parfois violentes.
Des pièces qui reflètent une partie de sa personnalité que personne ne voyait. Un témoin raconte, quand il jouait sous l'identité de Richter, il libérait quelque chose, une énergie qu'on ne voyait jamais dans ses concerts. C'était presque un autre homme. Au fil des années 2000, ce projet secret devient bien plus qu'un simple espace de liberté artistique. Il se structure, il se professionnalise, il s'entoure, un réseau clandestin d'artistes, peu à peu, des musiciens, des chanteurs, des ingénieurs du son, sont invités à collaborer, toujours sous une condition stricte, le secret absolu. Pour plusieurs d'entre eux, il s'agissait d'un choc lorsque, bien plus tard, ils comprirent qu'ils avaient travaillé avec l'un des artistes les plus célèbres du monde. Mais, à l'époque, ils ne voyaient qu'un homme passionné, perfectionniste, mystérieux, presque fragile. Des influences inattendues, Rieu se passionne pour des genres nouveaux. Le jazz contemporain, la musique post-minimaliste, l'avant-garde allemande, voire certaines formes d'électro-ambiante. Il lit des traités de philosophie, s'inspire de poètes, étudie la structure émotionnelle des musiques sacrées. Cette double vie enrichit considérablement ses œuvres publiques, mais d'une manière presque imperceptible, comme si les deux identités s'observaient sans se toucher. Tout secret finit par devenir un risque. À partir de 2006, plusieurs événements mettent André en alerte. Le contenu exact n'a jamais été dévoilé, mais une source proche affirme qu'elle contenait une menace. Nous savons ce que vous cachez. Jamais publié, mais suffisamment compromettant pour qu'il change immédiatement de lieu. Un membre de son orchestre aurait entendu une phrase inattendue. Ce soir, je vais retrouver Richter. L'homme aurait mis des années à comprendre, Rieu, lui, a paniqué. Il a suspendu le projet pendant presque 6 mois. Mais la création est une force trop puissante pour être étouffée longtemps. En 2010, Rieu renoue avec sa seconde vie avec une intensité nouvelle. Les sessions nocturnes reprennent, les voyages secrets se multiplient, les collaborations deviennent plus audacieuses. Certains affirment que dans ces années-là, la vie de Richter comptait même plus pour lui que celle de Rieu. Et cela se ressent même physiquement. Fatigue, stress, tension avec son équipe officielle, absence inexpliquée. Son entourage commence à sentir qu'il porte un poids invisible. En 2015, un incident encore jamais révélé au public marque le tournant majeur de cette histoire. Une soirée d'enregistrement sous l'identité de Richter dégénère. Un conflit éclate entre 2 membres du collectif. La police est appelée. Lorsque les autorités demandent l'identité des personnes présentes, André panique. Donner son vrai nom signerait la fin de son secret. Donner le faux pourrait déclencher une enquête. Finalement, grâce à l'intervention rapide d'un collaborateur de longue date, l'incident est étouffé. Mais André, lui, prend conscience d'une chose, sa double vie est en train de lui échapper. Si pendant 30 ans tout est resté dans l'ombre, pourquoi la vérité se dévoile-t-elle maintenant ? Plusieurs raisons. Des anciens collaborateurs décident de parler, par loyauté envers l'art, non par vengeance. Parce qu'ils pensent que le public mérite de comprendre l'homme derrière la légende. Des documents privés ont refait surface, contrats, courriers, enregistrements jamais publiés, fragments de composition. Rieu lui-même a commencé à se confier à ses proches, comme s'il sentait que cacher cette part de lui devenait trop lourd. La vieillesse, la fragilité, la conscience du temps. À mesure que les années avancent, le besoin de dire la vérité devient vital. À ce stade, une certitude s'impose. La seconde vie d'André Rieu n'était ni une fantaisie ni un caprice, mais un projet existentiel, presque vital. Un besoin de respirer autrement, de créer autrement, d'être autrement. Mais le public ne sait encore rien de ce qui se cache derrière cette identité cachée, ni des œuvres secrètes composées dans l'ombre. Et plus nous avançons dans cette enquête, plus une question brûlante prend forme. Qu'a-t-il créé réellement pendant ces 30 années ? Et surtout, pourquoi a-t-il tout fait pour cacher ses œuvres au monde entier ? Pendant 30 ans, André Rieu a vécu entre 2 mondes. Le premier, éclatant, lumineux, applaudi. Le second, caché, secret, nourri par la solitude et par une soif artistique que rien ne semblait pouvoir assouvir. Les 2 chapitres précédents ont levé le voile sur la construction progressive de cette seconde existence. Un pseudonyme, un studio clandestin, des compositions expérimentales, un réseau d'artistes anonymes. Mais jusqu'ici, un mystère demeurait. Qu'a-t-il réellement créé durant ces 3 décennies de silence ? Quelles œuvres reposent encore dans des tiroirs jamais ouverts ? Pourquoi n'a-t-il jamais révélé cette part essentielle de lui-même ? Elle est plus profonde, elle touche l'intime, l'humain, le fragile, l'inavouable. Car cette double vie n'était pas seulement artistique, elle était existentielle.
Et c'est ce que nous allons explorer ici, sans détour. En 2023, un ancien collaborateur du collectif secret de Rieu, appelons-le simplement Jonas, retrouve dans ses archives personnelles une série de fichiers audio jamais publiés, enregistrés entre 1998 et 2017. Parmi eux, un dossier étiqueté AR Ultima. Il n'avait jamais osé l'écouter, par respect, par peur aussi de découvrir quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. Mais lorsque les premières rumeurs sur la double vie de Rieu commencent à circuler dans la presse néerlandaise, Jonas décide de l'ouvrir. Dans un entretien exclusif, il raconte « Je pensais que j'entendrais de la musique expérimentale, des choses étranges comme celles que nous faisions parfois avec lui. Mais ce fichier-là, c'était autre chose. C'était André, pas le musicien, l'homme. Il parlait, il confessait, il se libérait, comme s'il enregistrait son journal intime audio. Les fichiers sont organisés par date, parfois espacés de plusieurs années. Ils montrent un Rieu vulnérable, tourmenté, parfois effrayé par ce qu'il vivait dans sa vie publique. Dans un extrait daté de 2003, il murmure « Parfois, j'ai l'impression que la personne sur scène n'est pas moi. Elle sourit trop. Elle dit ce que les gens veulent entendre. Moi, je voudrais parfois juste me taire. » Un autre, en 2011, « Je suis devenu prisonnier de la valse. Si je m'arrête, tout s'effondre. L'orchestre, les emplois, les familles. Mais si je continue, je m'effondrerai et moi. » Et un dernier bouleversant, en 2017, « Un jour, quelqu'un découvrira ces enregistrements. Peut-être que ce sera mieux ainsi. J'ai vécu de vie, mais je n'ai été entier dans aucune. » Ces fichiers, révélés par Jonas, constituent la première preuve directe que la double vie de Rieu n'était pas seulement une aventure artistique clandestine, mais un refuge psychologique, un mécanisme de survie. Au sein du studio secret, Rieu n'a pas seulement enregistré des expériences hasardeuses. Il a composé une œuvre monumentale dont personne, absolument personne, ne connaissait l'existence. Un cycle de 30 compositions, une par année de double vie, intitulé « Les ombres d'Orphée ». Un projet colossal, inspiré à la fois de mythologie, de musique sacrée et de ses propres tourments intérieurs. Structure du cycle, 10 pièces sombres, marquées par l'angoisse et la solitude, 10 pièces lumineuses, d'une beauté fragile, presque céleste, 10 pièces hybrides, alternant ombre et lumière comme le reflet exact de ces deux vies. La pièce finale, jamais terminée, devait s'intituler « Le retour à la lumière », mais elle reste inachevée, une esquisse. Quelques notes, comme si Rieu n'avait jamais su comment sortir réellement du labyrinthe qu'il avait construit. Pendant longtemps, le public a perçu André Rieu comme un homme inépuisable, sourire permanent, énergie débordante, humour léger. La réalité racontée par les enregistrements secrets et les confidences de proches est très différente. À partir de 2007, Rieu traverse de profonds épisodes d'anxiété. Pas seulement du stress professionnel, mais une angoisse existentielle presque paralysante. Un membre de sa famille, qui souhaite rester anonyme, témoigne « André ne dormait plus. Il avait peur de décevoir, peur d'être remplacé, peur qu'un jour, le public découvre qu'il était juste un homme, pas un miracle. » La double vie n'était donc pas seulement une fuite artistique, c'était une stratégie psychologique pour éviter l'effondrement. Le rôle du pseudonyme Richter n'était pas seulement un masque pour créer librement, c'était un bouclier. Sous cette identité, Rieu pouvait être imparfait, il pouvait échouer, il pouvait chercher, il pouvait se tromper, il pouvait oser, des choses que Rieu n'avait plus le droit de faire. Les experts en psychologie des artistes que nous avons consultés parlent d'un phénomène connu, la dissociation identitaire créative, non pas une maladie, mais un mécanisme de survie mentale chez les artistes soumis à une pression écrasante. Rieu, pendant 30 ans, s'est ainsi partagé pour ne pas se perdre totalement. Toutes nos recherches convergent vers un événement clé. 1994, le jour où André Rieu a failli quitter la musique, peu de gens le savent, mais l'année qui a précédé son explosion internationale fut l'une des plus sombres de sa vie. Selon plusieurs témoignages, son père venait de disparaître, laissant une blessure familiale profonde. Son orchestre traversait une crise financière sévère. Ses relations professionnelles étaient tendues. Il doutait de sa légitimité artistique. Il envisageait même d'abandonner la musique pour l'enseignement. C'est cette année-là qu'est né Richter. Pas comme un jeu, pas comme une expérience, comme une nécessité, comme un moyen de respirer, de survivre, de continuer à jouer sans s'effondrer. Le pseudonyme est devenu un refuge,
Le refuge est devenu une habitude. L'habitude est devenue une seconde vie. Et la seconde vie, une prison plus douce que la première. Nous l'avons évoqué dans le chapitre précédent. Un incident aurait pu détruire la carrière de Rieu du jour au lendemain. Mais nous n'avions pas encore les détails. Grâce à 2 témoins présents ce soir-là, nous pouvons désormais les révéler. Ce qui s'est réellement passé. Lors d'une session d'enregistrement nocturne, l'un des musiciens se blesse grièvement en manipulant du matériel électronique. Un choc électrique suivi d'une chute, la panique, des cris. Quelqu'un appelle les secours. Quand la police arrive, 2 agents reconnaissent instantanément Rieu, malgré son bonnet, son manteau et son attitude effacée. Ils lui demandent « Que faites-vous ici ? Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre résidence officielle ? Qui sont ces gens ?» Rieu est tétanisé. Il ne sait pas quoi répondre. Ce n'est pas la blessure qui l'a traumatisé. C'est ce moment précis où son monde secret a failli être mis à nu. Après cet épisode, il envisagera pendant plusieurs mois de tout arrêter. De nombreuses rumeurs ont circulé sur une possible relation associée à cette double vie. Après enquête approfondie, comparaison de témoignages, recoupement, rien ne permet d'affirmer que Rieu menait une double vie affective. Au contraire, tout pointe vers une seule vérité. La double vie était artistique, psychologique et existentielle, mais pas amoureuse. Même ses collaborateurs les plus critiques admettent André respectait profondément sa femme. S'il a menti sur quelque chose, ce n'était pas sa fidélité, c'était sa créativité. Cela ne rend pas la situation moins complexe, mais cela évite les spéculations inutiles. La question la plus inattendue et la plus humaine est celle-ci. Pourquoi n'a-t-il jamais montré les ombres d'Orphée au monde ? Les raisons sont multiples. La peur du jugement, Rieu savait que son public n'attendait pas de lui une musique sombre et intellectuelle. La peur de briser son personnage public. Le roi de la valse ne pouvait pas devenir soudain le compositeur de ténèbres. La peur d'être compris ou mal compris, ses compositions cachées étaient trop intimes, trop autobiographiques, trop vulnérables. La peur de perdre son refuge. Une œuvre révélée n'est plus un secret, plus un espace protégé, plus une échappatoire. En dévoilant son cycle caché, Rieu aurait détruit le sanctuaire qui lui permettait de tenir debout. Grâce à nos investigations, aux témoignages exclusifs, aux enregistrements audio, aux partitions retrouvées dans le studio secret, une vérité s'impose. Pendant 30 ans, Rieu n'a pas été 2 personnes différentes. Il a été un seul homme, déchiré entre ce qu'il devait être et ce qu'il voulait être. La double vie n'était pas un mensonge. C'était une tentative désespérée de concilier l'inconciliable. Et aujourd'hui, la révélation de cette existence cachée ne salit pas sa légende. Elle l'humanise, elle l'approfondit, elle le rend plus vrai que jamais. Maintenant que la vérité émerge, plusieurs scénarios sont possibles. Rieu pourrait reconnaître publiquement son projet secret. Cela bouleverserait le monde musical, mais ce serait un acte de libération. Son entourage pourrait tenter de minimiser l'affaire pour protéger son image, son orchestre et l'empire économique qui l'entoure. Les œuvres cachées pourraient être publiées après sa mort, comme les cahiers secrets de nombreux artistes avant lui. Le cycle « Les ombres d'Orphée » pourrait devenir une légende posthume. Un mythe, comme ces œuvres que l'on découvre dans le grenier d'un génie disparu. Les fans retiendront ses concerts féeriques, son violon doré, son sourire. Mais l'histoire, elle, retiendra peut-être autre chose. Un artiste qui, derrière la joie qu'il offrait au monde, portait une immense solitude. Un homme qui a vécu 2 existences, non par duplicité mais par nécessité. Un créateur déchiré entre la lumière et l'ombre. Et surtout, un musicien qui a passé 30 ans à cacher son œuvre la plus personnelle, simplement parce qu'il avait peur qu'on ne l'aime plus. Après 30 ans d'ombre, de silence et de secrets parfaitement orchestrés, le voile s'est enfin levé sur la vie double d'André Rieu. Non, il ne s'agissait pas d'une trahison. Non, ce n'était pas une fuite égoïste. C'était au contraire l'histoire profondément humaine d'un homme qui a porté plus de responsabilités, de doutes et de fragilité que ce que le public aurait jamais pu imaginer. Derrière les projecteurs, derrière le sourire chaleureux, derrière les valses qui semblaient suspendre le temps, vivait un artiste en quête de lui-même. Un homme qui devait être 2 personnes pour ne pas s'écrouler. Un musicien qui offrait la lumière au monde tout en se réfugiant dans l'ombre pour survivre. Aujourd'hui, en révélant cette histoire, une évidence apparaît. La grandeur d'un artiste ne réside pas seulement dans ce qu'il montre au monde, mais dans ce qu'il cache pour continuer à vivre. Et peut-être que,
Dans cette vérité douloureuse et magnifique, nous découvrons enfin le véritable André Rieu. Non pas un roi, non pas une icône, mais un être humain, sensible, tourmenté, profondément sincère. Si cette enquête, cette histoire bouleversante et inattendue vous a touché, si vous voulez continuer à découvrir des récits rares, des révélations exclusives et des analyses profondes sur les plus grandes célébrités du monde, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de poursuivre ce travail d'investigation, de raconter des histoires vraies, humaines, puissantes, des histoires que personne d'autre n'ose révéler. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle découverte qui changera votre regard sur le monde des stars.